moi T'es seule. Donc, qui n'a jamais entendu son enfant dire ça pour qu'on le laisse enfin tenir sa cuillère, enfiler ses chaussures ou prendre la télécommande? Et parfois, parce que on est très en retard ou un peu énervé, on le laisse pas aller au bout de ses expérimentations. Et si on était un peu plus à l'écoute de leur envie de conquérir le monde, ça pourrait être une bonne résolution d'ailleurs qu'on pourrait avoir pour ce début 2017. Pour évoquer les toutes premières fois de nos petits, nous sommes avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Avec Joey il s'est endormi. Et c'est trop mignon. Vous avez des filles jumelles, Rachel et Kali, qui ont 3 ans. Elles sont dans l'âge d'or de l'autonomie. Tout à fait. Votre fils, donc, il a 3 mois. Il est ça. immense pour 3 mois, c'est vrai. Hein, et vous avez aussi raconté votre expérience de maman dans Parents de jumeaux, notre vie croustillante. C'est chez Récré à lire. Voilà. Et la couverture s'affiche sur votre écran. Vous allez nous raconter donc comment ça se passe avec les jumelles. À vos côtés, il y a Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Vous êtes la maman de Joy qui a 4 ans et demi, de Léon qui a 2 ans et demi. Donc vous êtes dans le vif du sujet aussi. Vous allez nous expliquer comment vous le gérez à la maison. Et puis on va pouvoir poser toutes nos questions. Ça c'est super au docteur François Secato. Bonjour docteur. Bonjour Agathe. Vous êtes pédiatre. Vous exercez au CHU de Bordeaux auprès d'enfants atteints de mucoviscidose. Et puis vous avez ouvert un cabinet aussi qui réunit plusieurs spécialistes de l'enfant. Vous publiez chez Mango cette nouvelle Bible, parce qu'on peut l'appeler comme ça, 1 à 3 ans, la grande aventure de l'autonomie. Il y a plein de conseils. Il y a même des comptines. Enfin bon, c'est très complet. Alors, docteur, pourquoi d'ailleurs ce guide centré sur les grandes étapes de l'autonomie? Vous aviez l'impression que les parents étaient en demande de conseils sur toutes ces premières fois? Oui. Et j'ai le sentiment que quand on ouvre ce livre, on ouvre le cabinet de pédiatrie et tous les conseils qu'on peut donner dans un cabinet de pédiatrie et que je donne depuis plus de 25 ans. Donc vous les avez réunis dans cette Bible. Alors, on apprend dans votre bouquin qu'on vous appelle aussi docteur Cracotte. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a chez nous un petit rituel qui est de donner une cracotte à la fin de la consultation. Ce n'est pas une récompense, bien sûr pas une punition non plus. C'est simplement un rituel qui a été adopté par l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce centre de santé. Et donc on a même une petite idée que je livre ici pour la première fois. Ce sera peut-être la clinique des docteurs Cracotte. Ah d'accord, donc on pourra accompagner les parents. Il n'y aura pas que l'aspect médical, il y a aussi l'autonomie, l'aspect psy. C'est pas très facile, c'est très difficile à dire pour la première de l'année. Oui, nous travaillons avec 3 psychologues sur le centre, tout à fait. D'accord. Charlotte, pour vous, l'autonomie des enfants, c'est pas forcément ce que l'on croit. Bah, disons que vous avez dit. L'autonomie des enfants, souvent, on aimerait que son enfant soit autonome, qui s'habille tout seul, qui range sa chambre, mette la table. Et c'est vrai que dans l'autonomie, il y a aussi ce que vous avez dit, tout ce qu'il aimerait faire tout seul, et que là, paradoxalement, on lui permet pas toujours. Donc il y a une différence entre ce que veulent les parents et ce que veulent les enfants. Souvent, alors que les deux ont autant d'importance. Muriel, pour vous, vous avez aussi bien réfléchi à la question. C'est une question d'étape. C'est ça que vous dites? Oui, en fait, c'est l'autonomie, ça n'en finit jamais. J'ai envie de dire, il y a plein d'étapes différentes. Au début, ils portent leur tête, après ils se mettent à marcher, après ils mangent tout seuls, enfin, ça n'en finit jamais. En fait, c'est vraiment pour moi une question d'étapes. Ça va souvent très très vite. C'est ça. Docteur Cracotte, c'est quoi pour vous la définition de l'autonomie? J'aime beaucoup entendre Muriel et Charlotte parler de cette façon de l'autonomie. C'est vraiment donner à l'enfant la possibilité d'être acteur de lui-même. Et c'est vrai, c'est depuis tout petit, même un petit bébé de 3 mois qui bouge ses bras, ses jambes et qui commence à communiquer bien en gazouillant. C'est un bébé qui se sent en capacité de faire des choses. Et il montre déjà ses compétences. Et c'est le début de l'autonomie. C'est vraiment être acteur de soi-même en intégrant petit à petit les règles de la vie et puis les règles de la communauté. On nous conseille d'ailleurs de laisser de plus en plus d'autonomie aux enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut Alors le faire. entièrement, oui. Alors laisser de l'autonomie, c'est surtout assurer à l'enfant un environnement extrêmement sécurisant, tant sur le plan du corps. On va pas laisser un petit bébé n'importe où. On va mettre un environnement qui lui permet de faire toutes ses activités et ses découvertes en sécurité, mais aussi en sécurité affective et émotionnelle, avec un adulte qui va être constant, qui va être présent et qui va être surtout très bienveillant. Ça veut dire qu'il y a à la fois l'aspect concret, peut-être on met des caches-prises, comme ça on se sécurise, ça évite d'être des mamans surprotectrices. Tout à fait. Et en même temps le surveiller, mais on va dire liberté de loin. Agathe. Quoi. Exactement. Oui. Je suis bien en fait. Je check en même temps. Charlotte, Joy et Léon, ils ont commencé à faire quoi tout seuls, par exemple, et à quel âge?
Alors, moi, j'attache pas forcément beaucoup d'importance à ce qu'ils font à quel âge, dans le sens où, pour moi, l'autonomie, c'est pas forcément, il faut absolument qu'ils marchent à tel âge, etc. C'est plus, l'important, c'est qu'ils gagnent en confiance en lui. Mais pour répondre à votre question, ce qu'ils ont fait, par exemple, dès qu'ils ont su marcher avec assurance, on les a apporter les verres en verre à la table d'apéro, par exemple. Ils avaient quel âge? Avant 1 an et demi, je dirais. Ah bon? Ouais, par exemple. Ah, mais c'est bien ça. C'est courageux, on va dire. Vous n'êtes pas une maman surprotectrice alors? Non, pas vraiment. Par exemple, Léon, hier, a pour la première fois, donc il a 2 ans et demi maintenant, coupé des carottes crues en rondelles. Voilà. Avec un couteau d'adulte? Ou pas un couteau qui... oui, mais vous êtes à côté et vous le laissez faire. Pour couper des carottes crues, mais voilà. Ouais, c'est plutôt bien de faire ça quand même, docteur. Hein. Oui, et ça va vraiment dans le cadre de l'évolution des enfants. Et c'est un peu ce que dit Pascal Pic, qui a préfacé mon livre. J'ai adoré cette façon de dire « faisons confiance à nos enfants ». Vous pouvez juste rappeler qui est Pascal Pic? Ah oui, c'est un paléoanthropologue, voilà, qui a écrit beaucoup de livres et qui nous rappelle ou qui nous instruit sur l'évolution de l'humanité. Et l'idée de ce livre, c'était ça, c'est de faire un parallèle entre l'évolution de l'humanité et l'évolution des enfants entre 1 et 3 ans ou entre 0 et 3 ans. Et on voit qu'en fait, ils sont la mémoire de l'évolution de l'humanité, puisqu'en quelques mois, même si des fois ils sont un peu fatigants, mais en quelques mois, ils apprennent la marche, la bipédie, se mettent debout, ils marchent, ils parlent et ils accèdent à la socialisation. C'est absolument extraordinaire. Ouais, donc c'est bien, vous conseillez de faire de la liberté surveillée. C'est pas mal, couper les carottes, être juste à côté. Muriel, pour vous comme pour tous les parents, d'ailleurs, il y a eu le fameux Terrible 2, comme on l'appelle, donc les fameux 2 ans, ça a marqué un tournant. Qu'est-ce qui a changé? Un véritable tournant. C'est sûr que quand ils commencent à dire non, c'est difficile à gérer pour les parents parce que on voudrait bien effectivement qu'ils fassent des choses et puis eux aussi veulent faire des choses, mais il y a des limites à mettre. C'est un peu l'âge où ils deviennent rebelles un petit peu. Bon, c'est pas facile à gérer, mais on s'en sort. Est-ce que vous imaginez les laisser vos jumelles prendre des verres en verre Pas tout de suite. Moi, bon, il y a le côté sécurité. On fait attention à ce que tout se passe bien au niveau de la sécurité pour elle. Mais sinon, je fais attention peut-être un peu plus aux limites. Pour moi, c'est important qu'elles sachent où il faut pas aller. Après, jusque-là, elles peuvent sans problème. Mais c'est important pour moi d'établir une limite pour qu'après, elles puissent s'exprimer librement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une des jumelles qui est leader, qui entraîne l'autre dans son autonomie? Alors, leader, ça va dépendre des domaines. Et il y en a une qui a plus d'avance, on va dire, d'un point de vue physionomie. Qui va avancer plus vite, qui va avoir une volonté peut-être plus forte que l'autre. Après, l'autre, elle va perfectionner. Elle va voir comment fait sa sœur et elle va faire la même chose, mais en mieux. Après, c'est vraiment un duo, en fait, qui interagit pour avancer un peu comme dans une fratrie. Il y a toujours le premier et le deuxième. Le deuxième va regarder le premier. Là, dans les jumelles chez moi, c'est un peu la même chose, mais au même âge, en fait. Donc, ça avance très rapidement. Docteur, on parlait donc du fameux Terrible 2, 2 ans, cet âge charnière. Mais vous dites que l'acquisition de l'autonomie, ça se fait dès la naissance, finalement. Alors, ça se fait depuis tout petit, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un âge difficile. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, d'ailleurs, on ne parle plus de caprice, on parle de débordement d'émotions. Il y a des auteurs récents qui développent beaucoup cette idée, qui est très intéressante. Et en fait, le parent est là pour accueillir cette émotion débordante. Il n'arrive pas à canaliser l'enfant. L'enfant n'arrive pas à le canaliser, voilà, c'est ça. Et donc, le parent va être là, justement, bienveillant toujours, pour voir l'intention aussi qu'il y a derrière. Très souvent, c'est une bonne intention qu'avait l'enfant, mais à un moment donné, il n'a pas réussi ou on lui a pas donné ce qu'il voulait. Et puis, il se met dans un état pas possible et
Et là, c'est bien de garder son calme si on peut. Et puis, si on peut pas, on passe un peu la main aussi. Oui, c'est ça. Voilà, on peut passer. On n'est pas obligé d'être toujours parfait. On peut confier au papa, aux grands-parents. Alors, on va faire la connaissance maintenant de Léandre, qui a 2 ans et demi, qui veut faire plein de trucs toute seule. Une envie d'autonomie qui est encouragée dans la microcrèche qui l'accueille. La microcrèche qui s'appelle les Petits Ateliers d'éveil. C'est dans le 15e arrondissement de Paris. Et c'est un reportage de Marie Goran. À l'heure du petit déjeuner, Léandre, 2 ans et demi, demande déjà à faire tout seul. Faire les tartines? C'est toi qui mets le beurre? Non, tu peux pas mettre. Attends, on va le faire ensemble. On le fait ensemble. On met encore un petit peu. Ah. C'est bien, mon chéri. Avec patience, Sophie et Jamel, ses parents, l'accompagnent dans cette envie d'autonomie. Voilà. Léandre, il veut faire comme nous. Couper ses légumes, sa viande, étaler le beurre. Tout pareil. Le voir voilà, grandir, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'on peut partager de plus en plus de choses avec lui. Vas-y, c'est toi. C'est bon, c'est bon. Non, c'est moi. Oui, mais attends, c'est juste au cas où tu tombes. Est-ce que tu as besoin d'aide pour derrière? Pour les parents, l'accompagnement vers l'autonomie est un savant dosage entre l'aide à apporter à leurs enfants Tiens, vas-y, finis. J'ai juste mis derrière. Tu peux finir le devant. et une grande dose de patience. Vas-y, tire. Bravo. C'est bien, chéri. Très bien. Ah. Super. Voilà. Très bien. Oh, câlin. Oh, Allez. super. Tu donnes la main? Léandre, la main. Voir leur enfant autonome n'est pas une obsession pour Sophie et Jamel, Tu regardes bien s'il n'y a pas de voiture? Très bien. mais dans la crèche où ils déposent Léandre depuis ses premiers mois, l'autonomie des petits est au cœur des activités. Tu vas rejoindre les copains? Hop, allez. On est parti. Voilà. Bonne journée. À ce soir. What's this here? Bees. How many bees? Count. 6, 7. Dans cette micro-crèche, ils ne sont que 10 enfants, de l'âge de 3 mois à 3 ans. De l'anglais, de la lecture, des jeux, les enfants sont autonomes, y compris dans le choix de leurs activités. Hippopotame. Papa. Lapin. On va ranger les livres. Qui est-ce qui va ranger les livres? Allez, on va se laver les mains. Tu viens? Là encore, l'enfant agit seul, toujours guidé par le personnel de crèche. Est-ce que tu as rincé les mains? Oui. Alors tu éteins l'eau? Et on prend la serviette. Et tu vas te mettre à table. Très bien. On favorise l'autonomie des enfants en crèche et même dans le quotidien, c'est important parce que ça permet à l'enfant de grandir sereinement et d'acquérir des capacités et suffisamment confiance en lui pour pouvoir agir, interagir avec les autres, s'affirmer. Donc c'est quand même important, c'est tout ce dont on a besoin pour grandir et se construire. Hop, je te tiens le verre. Allez, vas-y. Très bien. Hop là. Oui, ça fait peut-être un peu beaucoup pour toi tout seul, Karl. Il faut se resservir. Très bien, Léo. On les accompagne beaucoup par la parole et par le regard. Et on attend que l'enfant nous sollicite. On ne va pas devancer ses besoins, on va attendre qu'il vienne vers nous et qu'il nous demande. Et là, on viendra l'aider s'il y a besoin. On est vraiment là pour les aider à faire seuls. C'est habituel que les enfants se servent. On encourage l'autonomie, donc du coup, ils sont très fiers de le faire. Parce qu'ils se sentent grands. Et c'est le but, c'est de les faire grandir sereinement. Donc du coup, ils sont très contents. Très bien, Karl. Karl, il fait tout à toute vitesse aujourd'hui. Il se sert de l'eau à toute vitesse, il se sert la semoule à toute vitesse. On essaye de faire en sorte que même l'acquisition de l'autonomie soit un jeu et non pas une corvée. On va à leur rythme, on respecte ça et on les accompagne. L'autonomie pour philosophie, cette crèche a pour objectif de préparer au mieux la prochaine grande étape, l'entrée dans quelques mois en maternelle. On en mangerait de ce Léandre. Muriel, comment est-ce que vous accompagnez vos filles dans ces étapes de l'autonomie, c'est-à-dire manger, bouger, parler, etc. Vous avez des techniques? Comment je les accompagne? En fait, j'essaye de les détacher personnellement de
de cette envie d'évoluer par des petits personnages. Par exemple, il y a un petit livre de Choupi qui s'habille tout seul. Enfin, on se sert beaucoup des petits personnages pour qu'elle se détache un peu de cette pression à y arriver tout seul. Mais donc, il faut faire preuve de pédagogie quand même. Oui, c'est important parce que moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs étapes. Il y a toujours, au début, ils essayent, ils y arrivent, et puis après, il y a comme un petit mouvement de recul. Bon, j'y arrive, mais finalement, il y a toujours un petit mouvement de recul. Je sais pas, par exemple. Donc, il faut les accompagner, quoi. Oui, on les accompagne, oui. Et vous, Charlotte, alors quel rôle vous jouez dans cette découverte de l'autonomie ? On essaie de jouer plusieurs rôles. Le premier, on essaie de leur faire confiance. Parce que, enfin, j'ai remarqué que plus on lui faisait confiance, par exemple pour le verre, si on sensibilisait d'abord notre enfant au fait que fais attention parce qu'il est fragile et qu'il fallait pas qu'il le casse, mais qu'on lui faisait confiance, donc on est toujours là, mais voilà. Liberté surveillée. Il est beaucoup plus à faire attention parce qu'il dit oh là, je suis tout seul, on m'a dit que c'était dangereux, maman est pas là pour me surveiller entre guillemets. Alors que si on est à côté en train, attends, je le rattrape si jamais il tombe, quand on navigue avec un filet, on fait beaucoup moins d'attention parce qu'on se dit que de toute façon il y a quelqu'un qui est là et qui va nous aider. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on essaye de créer pas mal d'opportunités pour qu'ils gagnent en autonomie. Donc par exemple, Joy, l'année dernière, elle avait 3 ans, elle avait oublié, on était dans la cour de l'immeuble, elle a oublié sa poupée. Mais je lui dis, c'est pas grave, tiens, je te donne les clés, je t'attends, tu peux aller la chercher. Alors je savais qu'elle savait ouvrir et fermer la porte, mais bon, ça lui demande quand même de monter toute seule les 2 étages de l'immeuble, rentrer dans un appartement vide, aller chercher sa poupée, redescendre. Mais le fait de lui faire confiance et de lui montrer que on pense qu'elle va y arriver, ça... Et ça exige un effort pour vous ? C'est un effort ? Ou c'est facile ? Parce qu'on le disait un petit peu hors antenne, on se disait finalement c'est peut-être plus facile de les surprotéger que de les lâcher. C'est vrai que ça prend du temps. L'autonomie, même si on veut que notre enfant soit autonome pour en gagner, en fait ça nous en fait perdre plus qu'autre chose. Et c'est vrai que faut accepter que l'enfant de 2 ans qui va se servir de jus d'orange avec la petite bouteille, il en mette partout. C'est pas grave, parce que si on lui donne pas l'opportunité de le faire, il va jamais progresser. Il n'arrivera jamais à le faire. Et surtout, je trouve que c'est avec ces petits échecs, entre guillemets, qu'il va être d'autant plus prudent. Parce que s'il cache jamais le verre, après ça dépend des tempéraments, mais il va pas savoir, c'est comme ça qu'il va savoir que c'est fragile et qu'il va faire d'autant plus attention la prochaine fois. Donc ça demande en effet d'attacher pas trop d'importance à leurs erreurs. Et puis, de temps en temps, d'avoir le temps surtout. Voilà. Alors oui, c'est ça, c'est ce qui nous manque peut-être le plus. Docteur, alors vous, votre conseil repose sur un principe qui est un petit peu complexe, mais vous allez nous expliquer évidemment. Notre enfant doit être sujet et non objet. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que vous y prenez, vous, dans votre cabinet ? Eh bien, penser que l'enfant est un sujet, c'est bien voir toute la sensibilité, tout ce qui fait aussi notre, nous-mêmes, notre désir de liberté, notre désir de comprendre. Et le tout petit, il a déjà ça. Et pour que les consultations se passent bien, eh bien, j'utilise, alors non pas la peluche Jean-Pierre que vous avez ici, mais c'est une peluche, c'est une peluche aussi que j'équipe avec une couche et puis un petit bonnet et qui me permet de montrer à l'enfant l'examen que je vais faire sur lui, et ça va beaucoup le rassurer. Donc là, l'enfant n'est plus un objet qu'on prend, qu'on pose sur une table, qu'on déshabille et qu'on examine, qui va pleurer, surtout à l'âge de 2 ans, mais un enfant qui va participer. Et souvent, quand ils sont un peu plus grands, vers 2 ans et demi, ils disent « Ah, mais t'as oublié de faire les réflexes !» Voilà. Et l'enfant est vraiment sujet et à la maison, consultation. À la maison, on peut le transposer aussi ? Alors à la maison, eh bien c'est pareil, un peu comme dit Charlotte, c'est permettre à l'enfant de mettre le couvert, même tout petit, ou des parents me disent, eh bien, quand je prépare la cuisine, mon enfant, il lave les radis ou il lave la salade. Et c'est une participation de l'enfant à la vie familiale. Et là, l'enfant, il est vraiment sujet, acteur de ce qui se passe dans la préparation du repas. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire à leur place? C'est ça que vous conseillez? Ah, ben, depuis tout petit, il vaut mieux ne pas faire à la place d'un enfant. Tout ce que l'enfant peut faire par lui-même, eh bien, ça va lui donner une confiance en lui, une estime de lui qu'il va trouver après, plus tard. Les psychomotriciens nous apprennent ça. Je pense à Pascal
Pascal et Cyrielle, qui ont fait un livre, Comment accompagner l'enfant, l'éveil psychomoteur de son enfant. Elles nous disent à longueur de livre, mais regardez votre enfant, observez-le, accompagnez-le, mais ne faites surtout pas à leur place, ne mettez pas votre enfant assis si ce n'est pas le moment, ne lui donnez pas un trotteur pour marcher, c'est lui qui va marcher, faites-lui confiance. Voilà, et ne lui donnez pas à manger s'il s'est déjà mangé tout seul, pour le faire manger plus vite, par exemple. Eh bien, si... partout aussi. Oui, c'est ça, pour pleurer moins sur la table. Les enfants en mettent partout, mais s'ils apprennent avec leurs petites mains à attraper la fleur de brocoli, c'est presque un arbre hein, pour une fleur de brocoli, et apporter ça à la bouche, eh bien, quel moment merveilleux pour l'enfant, beaucoup plus intéressant qu'effectivement avoir la cuillère qui arrive dans la bouche avec du mixé qui a plus ou moins de goût. Alors, comment est-ce qu'ils réagissent, vos enfants, à toutes les deux quand ils ratent? Par exemple, quand ils parviennent pas à faire quelque chose, Charlotte? Alors ça dépend de mes enfants. Déjà, il va plutôt essayer de persévérer ou de me demander gentiment de l'aide. Léon, lui, va plus s'énerver et commencer à vouloir sérieusement qu'on l'aide. Et dans ces cas-là, alors soit je sens qu'il peut quand même, il a encore un peu d'énergie et que j'encourage à ce qu'il persévère, soit je sens que ça va plus du tout. Et à ce moment-là, je l'aide, mais j'essaye toujours de juste faire un peu, par exemple, commencer à ouvrir la compote ou commencer un peu à débloquer la chaussure, de façon à ce qu'il termine tout seul et puis quand même avoir la satisfaction de se dire, bon bah, j'y suis arrivée. Elle est bien, Charlotte. Fois, je vais essayer. Mais elle est trop bien, Charlotte. Et vous, je te la pète aussi. Dites-moi, Muriel, vous alors Moi, j'ai deux modèles différents, oui. Vraiment. Pourtant, c'est des jumelles. Et des jumelles, mais deux modèles différents des dizygotes. Et j'ai une Rachel qui a une volonté de faire, même pour marcher. Elle avait les poings vers le ciel. Elle voulait vraiment y arriver. Et puis j'en ai une deuxième, Kali, qui, quand elle n'y arrive pas, elle s'énerve. Ah ouais. Elle s'énerve très très vite. Et là, il faut gérer la colère. Lui redonner confiance aussi. Lui donner confiance en elle, tout à fait. Vous avez des astuces justement à nous transmettre, à nos parents démunis? On est là pour partager, échanger. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous savez. Non, bien sûr. Non, il y a un petit personnage, encore une fois. Alors, on me dit Princesse Sophia dans l'oreillette. Oui, Princesse Sophia, tout à fait. Princesse Sophia. Voilà. À un moment donné, Princesse Sophia, dans un épisode, elle essaye de monter sur un cheval, elle tombe. Et elle remonte sur le cheval, elle tombe, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle y arrive. Et je vois Kali, à chaque fois, qui est émerveillée quand elle vole avec je sais pas si c'est un cheval, avec des... Je sais pas, parce que moi, quand il regarde, je regarde pas avec lui. Et du coup, j'essaye de lui rappeler ce moment, et je lui dis, mais voilà, si tu essayes encore et encore, parce que le mot encore, elle comprend vite, si tu essayes encore et encore, tu vas y arriver, et tu vas voir que ça va faire comme Princesse Sophia, qui volent et ça la motive. Ouais, c'est vrai que le fait d'avoir de voir qu'on n'est pas les seuls à lutter et de savoir que leurs parents aussi de temps en temps luttent, n'y arrivent pas, c'est très rassurant. Oui, ça les rassure, bien sûr. Ou la princesse encore plus. Oui, et en plus Princesse Sophia, on va inviter à nous rejoindre Marie-Père Arnaud qui va vous transmettre les questions qui sont sur les réseaux, aux questions nombreuses. Oui. Je vous remercie d'ailleurs entre parenthèses de nous avoir collé le générique de Princesse Sophia dans la tête pour 24 heures au moins. Entendu. Carmen nous demande comment faire si notre enfant ne semble pas du tout vouloir tout faire tout seul, s'il est un petit peu en retard justement dans ses envies d'autonomie. Si l'enfant ne veut pas tout faire tout seul, heureusement il y a les parents pour l'aider. Et c'est simplement l'autonomie, c'est faire avec plaisir. Et donc si l'enfant n'a pas plaisir à faire par lui-même, tout seul, on attend. Voilà, mais ça viendra. Et bien sûr, ça viendra, mais voilà, le laisser à son rythme. Et les enfants ont besoin d'être aidés. Et être autonome, c'est pas forcément faire tout à l'enfant. Hein. Oui. On est là pour eux. C'est vrai. On est là pour eux. Oui. Capucine nous demande est-ce qu'encourager beaucoup son enfant développe son autonomie? Elle dit j'ai l'impression d'en faire des caisses dès qu'il réussit à faire un truc tout seul. Est-ce qu'il faut justement, c'est génial, c'est super, tu es extraordinaire. Est-ce qu'on en rajoute un petit peu? Alors moi je crois que ce qui est important, c'est vraiment de donner un environnement sécurisant. On appelle ça aussi sécure dans notre jargon, tant au niveau, comme on disait, de l'espace, le temps, mais également au niveau affectif. Et bienveillance. Ça, c'est la première chose. Et aussi, peut-être bien repérer ce que l'enfant est capable de faire, et même tout petit. Alors, tout petit, ils n'ont pas encore bien le langage, mais dès qu'ils peuvent, le faire exprimer par eux-mêmes ce qu'ils sont capables de faire. Un petit enfant de 3 ans pourrait dire « Regarde, maman, c'est moi qui porte le verre, je ne l'ai pas cassé. » Ou sa maman pourrait lui dire « Tiens, comment tu sens là en ce moment avec ton verre ? Eh bien, regarde, je ne l'ai pas cassé. » C'est arriver à ce que l'enfant parle
par lui-même, prenne conscience de ses propres compétences, de ses propres potentialités, je crois que c'est encore plus fort, plus important que de lui dire tu es fort. Vous voyez, c'est après de devenir dépendant un peu du regard, de faire ça pour la maman, voilà. et pas pour lui. Et pas pour lui. Et c'est arriver à lui faire prendre conscience de toutes ses capacités, de son potentiel, de ce qu'il sait faire par lui-même, même si ce sont des toutes petites choses au départ. Je crois que c'est ça qui va rassurer un enfant. Madeleine dit, mon conjoint est très papa poule au parc. Il veut surveiller notre enfant à chaque instant alors que je suis plus relaxe, même si je le surveille d'un œil. Comment et doit-on accorder nos violons sur le sujet ? Est-ce qu'on doit être moi, forcément... je trouve que c'est merveilleux que papa et maman soient différents. Ouais. Je trouve merveilleux que le père et la mère aient chacun leur façon de voir la vie et leur façon d'accompagner leur enfant, parce que l'enfant, justement, va se dire, tiens, je peux faire ou comme ça, ou comme ça. Il a beaucoup plus de liberté. C'est plus riche. C'est beaucoup plus riche. On a Victoria qui a des jumelles et qui dit, elles sont totalement différentes. L'une est très débrouillarde, mais l'autre a toujours besoin de moi pour faire les choses. Est-ce que j'accepte son rythme ou est-ce que je la pousse un petit peu? Dans quelle mesure on essaye de la stimuler un petit peu vers plus d'autonomie sans évidemment rentrer dans la comparaison avec sa sœur? Je crois un petit peu comme je disais tout à l'heure, plutôt que de stimuler, c'est plutôt rassurer l'enfant sur ses capacités et faire voir aux enfants qu'ils sont justement différents, même s'ils sont jumeaux ou jumelles. Ils ont chacun leur chemin à vivre dans la vie qui va être différent et à la base ils sont différents et on respecte en tant que parents cette différence. On a une maman aussi qui nous demande à partir de quel âge, Yasmine, mon enfant peut-il traverser seul la rue pour aller à la boulangerie? C'est vrai qu'on a toujours le souci de à partir de quel âge on est capable de se rendre compte du danger. Voilà, et nous, en tant que femme, en tant que maman, je vous avoue que je flippe un petit peu. Je crois que c'est pas vraiment une question d'âge, c'est quand on sent que son enfant a bien intégré les règles et qu'il est suffisamment mature. Si vous avez un enfant de la campagne qui n'est pas habitué à la ville et qui n'a jamais vu des feux de signalisation, il est évident que même s'il a 10 ans, on ne va pas le laisser traverser la rue tout seul. Il faut l'observer, être à l'écoute. Oui, il faut être très attentif à la sécurité. Merci docteur. On retiendra que c'est finalement notre job de parents de les autonomiser, même si parfois un petit peu difficile. Bravo les filles, vous êtes de super mamans. Merci d'avoir partagé. Non, c'est vrai, mais merci d'avoir partagé vos astuces entre Princesse Sophia, le verre, le couteau, tout. J'ai tout retenu. Merci docteur. À très bientôt. Bon retour à Bordeaux. Très belle région.